Seck fait partie des politiciens qui n'ont aucun état d'âme. C'est pas comme les autres politiciens ordinaires. Il n'a aucun état d'âme. Aujourd'hui, il est dans des difficultés pour pouvoir entretenir une clientèle politique. Parce que sa fortune s'effondre. Il est allé vers Macky Sall pour avoir de nouveaux moyens de faire de la politique. Parce que c'est des genres d'hommes politiques, tant qu'ils n'ont pas une bourse pleine, ils ne peuvent rien faire en politique. Et Idrissa Seck, lorsqu'il aura atteint son objectif, même Macky Sall ne l'intéresse pas, puisqu'il n'y a que sa personne qui l'intéresse. Donc pour moi, Idrissa Seck est allé puiser de l'argent. C'est pourquoi il a rejoint le pouvoir. Lorsqu'il croira qu'il en a assez pour pouvoir se libérer, il va se libérer. Mais Macky Sall, dans tout cela, qu'est-ce qu'il a gagné du retour d'Idrissa Seck? Mais Macky Sall, ce qu'il a gagné, c'est ce qu'il a dit lui-même. C'est-à-dire, il a élargi sa majorité présidentielle et il croit qu'il a maintenant 85% des électeurs. C'est lui même qui l'a dit. Voilà ce qu'il pense avoir gagné, que l'opposition est réduite à sa plus simple expression. Puisque toute l'opposition ne représente plus que 85%. Voilà la démarche de Macky Sall. Et Idrissa Seck ne se positionne-t-il pas aujourd'hui comme le futur dauphin de Macky Sall? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas Macky qui en fera son défunt. Maintenant, évidemment, Idrissa Seck est bien entendu dans la logique d'être candidat en 2024. Ça, personne ne doit s'y tromper. Et qu'en est-il des partis de Benno Bokk Yakaar qui gravitent aujourd'hui autour du président de ça, comme le PS, l'ALD, le PIT? Les directions de ces partis ont abandonné toute ambition de lutte pour le triomphe de leur cause, pour deux raisons. La première raison, c'est qu'un parti politique n'existe que parce qu'il a une identité politique. C'est-à-dire parce qu'il est différent des autres partis politiques qui existent. Or, l'ensemble de ces partis ont renoncé à exprimer leur identité politique. Ils se contentent de répéter ce qui plaît à Macky Sall. Donc, politiquement, je dis, ils sont morts à partir de ça parce qu'ils n'ont plus d'identité politique. La deuxième chose, c'est que les chefs se sont habitués à des privilèges qu'ils ne veulent pas quitter. Cela signifie que quelle que soit la profondeur de la crise du régime, ils sont toujours avec le régime. Et mieux ou pire, lorsqu'on entend aujourd'hui leur discours, prenez leurs discours sont plus négatifs que ceux du parti au pouvoir lui-même. Prenez leur discours et analysez-les. Ils sont plus négatifs. Parce qu'ils veulent aller au-devant des désirs du prince. Voilà ce que leur discours signifie. Okay. Et donc ces partis, aujourd'hui, en réalité, la plupart sont réduits aujourd'hui à leur direction politique. La plupart. Il n'y a plus de base politique. Même si cette base avait existé, cette base ne comprend pas et ne suit pas. Ok. Mais est-ce que cela également ne traduit pas la mort tout court de la gauche? La mort de la gauche, ce n'est pas possible, je l'ai dit plusieurs fois. La gauche, qu'est-ce que c'est? C'est une lutte pour la justice sociale. C'est une lutte pour le progrès. C'est une lutte pour la solidarité. Et comment transformer la société
vers la dominance de telle valeur. C'est ça la lutte de la gauche. Oui, mais tous les partis d'obédience gauche aujourd'hui sont pratiquement, se sont tués et... Oui, oui, mais c'est ça que je voudrais comprendre. C'est-à-dire que la gauche ne se résume pas à ces partis-là. Ça ne se résume pas. Vous voyez aujourd'hui des activistes porter les idées de la gauche. Vous voyez des organisations de la société civile porter les idées de la gauche. Vous voyez des syndicats porter les idées de la gauche. La gauche, il ne faut pas la confiner à ces partis politiques. C'est un projet de transformation sociale. Et ce projet de transformation sociale, c'est pour l'humanité. Maintenant, s'il y a eu des partis qui les ont portés en même temps et qui les ont abandonnés, mais ils ne sont plus là, c'est terminé. Ok. Ils ne sont pas là, c'est ça peut-être que vous appelez la mort de la gauche. D'accord. Quelle appréciation faites-vous autour de l'avenir politique de Khalifa Sall et de Karim Wade? Ça dépend de leur capacité à se positionner dans la lutte politique. Aujourd'hui, le peuple s'est soulevé, montrant le mécontentement généralisé qui existe dans le pays. Est-ce que Khalifa Sall et Karim Wade sont capables de porter ce mécontentement et de traduire ça en termes non seulement de discours politique mais d'action politique? L'enjeu est là. Pensez-vous qu'aujourd'hui que le président Macky Sall puisse les amnistier pour qu'ils puissent quand même participer aux élections? Ce n'est pas à Macky Sall de les amnistier. C'est au peuple, c'est dans la lutte du peuple. S'ils attendent l'amnistie de Macky Sall, ils se trompent. C'est dans l'accroissement de la pression populaire que viendra leur amnistie. Pas de Macky Sall, pas de la bonne volonté de Macky Sall. C'est justement ça une erreur qu'il ne faut pas commettre. Après l'épisode Sonko Adji Sarr, on assiste aujourd'hui à des mobilisations parcellaires dans des zones où la paix tente quand même de faire des démonstrations de force. Que cherche aujourd'hui le pouvoir à travers ces mobilisations? Je crois que le pouvoir est en train de se préparer non pas à la solution des problèmes qui ont amené la crise, mais à la réédition de la révolte. Voilà à quoi le pouvoir se prépare. Au lieu aujourd'hui de se dire que la question, c'est la solution aux problèmes qui ont provoqué cette révolte, maintenant le pouvoir est en train de se préparer à une réédition de la révolte. Voilà ce que signifie ce que vous appelez ces comités-là. Ok. Comment appréciez-vous le flou total qui entoure la tenue des élections? Macky Sall a toujours eu peur des élections. Il faut le savoir depuis qu'il est au pouvoir. Il se dit que toute élection peut dévoiler que les assises de son pouvoir sont faibles. Et les élections locales sont le meilleur baromètre pour montrer quel est le sort réel du pouvoir central en place. Souvenez-vous de ce qui est arrivé à Ouad. En 2009. Oui. Lorsque l'opposition a gagné presque les pouvoirs locaux. Et Macky Sall craint exactement la même chose. Et c'est pourquoi il joue avec le temps. Il se dit qu'avec ce temps-là, il pourra, disons, paralyser les uns et attirer les autres, de façon à créer un autre rapport de force électorale dans le pays. Okay. Pensez-vous que le président Macky Sall puisse être tenté à présenter une troisième candidature? En tout cas, il doit savoir maintenant ce qu'il attend. Je crois qu'avec la révolte qui a eu lieu, il doit se préparer parce que jusqu'ici, il était convaincu qu'il pouvait aller à un troisième mandat. Il était absolument convaincu.
Et ça, les actions qu'il pose, parce que moi, comme je dis en politique, il ne faut pas s'occuper des intentions des gens. Il faut analyser les actes qu'il pose. Parce que les intentions, c'est rien du tout. D'abord, personne ne peut connaître l'intention qu'il y a derrière la tête de quelqu'un. Et deuxièmement, quelqu'un peut avoir même une intention, mais ne pas lui-même décider de réaliser cette intention. Mais les actes qu'il pose, ça c'est significatif. Okay. Or, les actes posés par Macky Sall montrent qu'il voulait se présenter. Est-ce que cette révolte lui a donné un signal suffisant pour qu'il s'arrête? Ça, je ne le sais pas. Okay. On verra les actes qu'il posera les jours prochains pour pouvoir répondre à cette question. Et comment voyez-vous l'implication des chefs religieux dans la pacification de l'espace politique? C'est à la fois une bonne chose et une mauvaise chose. La bonne chose, c'est qu'il allait y avoir une explosion qui pouvait déstabiliser le pays. Un conflit qui était grave. Et contrairement à ce que les gens ont dit, ils n'ont pas été des ressorts de régulation, ils ont été des ressorts de médiation. C'est différent. Ils ont été des médiations entre les parties en conflit pour essayer d'apaiser. Mais c'est une mauvaise chose. Pourquoi? Parce que ça montre l'échec des ressorts démocratiques de régulation dans notre pays. L'échec. Premièrement, l'Assemblée nationale est un ressort de régulation démocratique dans un pays. C'est là-bas que normalement, du point de vue du débat politique, les grandes questions nationales du pays doivent être traitées et de façon publique jusqu'à ce que les gens sachent que le traitement là est un traitement équilibré. Donc l'Assemblée nationale a failli. Le pouvoir judiciaire a failli parce que la confiance et l'autorité donnée au pouvoir judiciaire lui permet normalement de jouer un rôle de régulation. Face aux conflits et aux mécontentements, il peut trancher et que toutes les parties acceptent parce qu'on estime que ce pouvoir est objectif et qu'il n'obéit qu'à la loi.